C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Medi 1 dans le cadre de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Le procédé, vous le connaissez, Génération News scindé en deux parties. La première sera consacrée à l'écriture, la rédaction d'un mémoire, comment rédiger un excellent mémoire en un temps record. Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission avec mes invités du jour. En deuxième partie d'émission, toujours en lien avec la première, comment réussir son entretien d'embauche. Mes invités vous donneront des petites astuces. Restez jusqu'à la fin de l'émission. Ils sont avec moi aujourd'hui, mes invités. Dominique, vous êtes étudiante en marketing digital. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci de m'avoir réinvité, Régis. Exactement, deuxième participation à l'émission Génération News. Et on va également souhaiter la bienvenue à un habitué, Donatien. Je ne sais plus quoi, cinquième participation à Génération News, c'est ça? On a la cinquième participation. En tout cas, bienvenue sur le plateau de Génération News. C'est moi qui vous remercie. On remercie également de Renoldan, deuxième participation à Génération News. Vous êtes étudiant en droit. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. C'est moi qui vous remercie. Et on termine avec Melvin, le nouveau, sur le plateau de Génération News. Vous êtes étudiant en ingénierie financière. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à vous. Les amis, tout de suite, on va mettre les pieds dans le plat. On va s'intéresser à un sujet, on va dire un sujet qui nous concerne, puisqu'on est déjà passé par là. Ce n'est pas encore le cas de Dominique et Renoldan, mais Donatien et Melvin, vous avez déjà rédigé des mémoires de fin d'études. Revenons un petit peu sur le procédé en lui-même. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par un mémoire de fin d'études et en quoi il consiste. Bon, déjà, le mémoire, en fait, on dit mémoire de fin de cycle. Ici, le but pour nous, c'est de reconsidérer ou encore reconstituer, donner ce qu'on a appris pendant tout le cycle. Mais il y a toute une méthodologie qu'on met en place, donc suivie par des professeurs qui sont vraiment agrémentés pour nous donner tous les éléments nécessaires. Et nous devons nous appliquer à cette méthodologie et à apporter tout ce qu'on a acquis dans le mémoire et après on est sanctionné à la fin avec une note. Ouais, c'est ce qu'on appelle évidemment la soutenance. Et derrière, il y a cette note. Melvin, évidemment, en off, tu nous laissais entendre que ça a été, on va dire, une démarche assez compliquée, difficile pour toi. La rédaction de ton mémoire, c'était où la difficulté? Elle est située à quel niveau? La difficulté était un peu plus au niveau des données, parce que comme disait Donatien, c'est un travail de recherche qui doit se faire de façon méticuleuse avec des données véritables, des données vérifiables aussi. Et donc c'était au niveau de la récolte des données sur le plan sénégalais, sur des thématiques financières. Les données sont un peu difficiles à récolter et ça a vraiment été là ma difficulté pendant la rédaction de ce mémoire. D'accord. Et est-ce que, Donatien, avant de donner la parole à nos amis qui vont le faire bientôt, c'est-à-dire qu'ils seront bientôt dans la rédaction de mémoire, comment ça se passe, je veux dire, au niveau du choix du thème? Parce que le thème, c'est ce qui va résumer vraiment ce mémoire-là. Comment ça se passe? Bon, déjà, pour le choix de thème, tout dépendra de de la matière dans laquelle l'étudiant se sent le plus à l'aise. Par exemple, en droit, moi, dans le domaine dans lequel j'ai tenu, c'était lié au navire. Lorsqu'on saisit un navire, quelles sont les procédures à mettre en place pour saisir le navire et après laisser le navire partir. Donc déjà, l'étudiant doit choisir le thème par rapport à la matière, puisqu'en droit, on a plusieurs domaines. Donc on a du droit civil, droit pénal, droit commercial, droit fiscal. Et hormis ça, il y a aussi des professeurs qui eux-mêmes proposent des thèmes. Et après, dès qu'on a terminé cette étape, il faudra trouver un encadreur qui va aussi suivre le procédé du début à la fin jusqu'à ce qu'on arrive à l'aboutissement du travail. D'accord, l'aboutissement du travail, ça reste le leitmotiv, Dominique, puisque oui, évidemment, tu vas arriver à ce niveau-là. Est-ce que la rédaction de ton futur mémoire, est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendes ou bien c'est plutôt une chose avec laquelle tu es plutôt à l'aise, l'idée selon laquelle tu vas rédiger un mémoire de plus de 80 pages, le mémoire. Est-ce que ça, déjà, ça te fait un petit peu peur ou bien tu es juste excité d'arriver à ce niveau-là? Oh non, je dirais pas excitée. Je suis plus partagée entre l'excitation et l'appréhension, comme tu le dis. Parce que quand je me renseigne auprès des personnes qui sont en train de rédiger leur mémoire, les gars, tu les vois même plus.
il ne sort, surtout que là, nous sommes à la période de décembre, donc c'est là où se situent les soutenances. Donc, beaucoup c'est la fin d'année, donc... Et c'est à ce moment-là que beaucoup vont soutenir. Donc, il y a d'autres qui n'ont pas eu le temps, donc ils sont en train d'écrire rapidement. Et puis, je trouve que, bon, la majorité des personnes qui rédigent leur mémoire en ce moment sont très prises, sont très préoccupées. Donc, oui, j'appréhende beaucoup quand ça sera mon tour, effectivement. Ronaldon, évidemment, toi également, tu vas y arriver, hein. Tu vas arriver à ce stade-là de la rédaction du mémoire. Est-ce que c'est quelque chose que tu as commencé déjà à anticiper, c'est-à-dire sur le choix du thème, comme Donatien l'a souligné, ou bien tu te dis, j'attends le moment précis pour le faire? Merci beaucoup pour la question, Régis. Déjà, c'est quelque chose que je pense à chaque fois, étant étudiant qui est appelé justement à passer par cette étape, donc l'étape finale de mes études. Déjà, pour commencer, les mémoires de fait d'études, ça s'est fait dans le cadre d'une formation diplômante. Donc, qu'elle soit de nature professionnelle ou universitaire, cela consiste justement à un étudiant de faire un travail individuel sous les directives, par exemple, d'un directeur de mémoire. Et donc, voilà, qui doit être lors d'une évaluation, je dirais, de défense orale. Oui, parce que tu dois défendre ton mémoire. Voilà. Ouais, lors d'une défense, voilà, autrement appelé la soutenance et tout. Donc, j'ai fait une projection de façon, je dirais, formelle. Et voilà, c'est comme cela. Et donc, du coup, je travaille déjà chaque fois. Je travaille justement à respecter justement cette méthodologie, à bien la comprendre. Parce que rédiger une mémoire, c'est des étapes. Il y a beaucoup d'étapes. Vous avez parlé justement du choix du sujet. C'est déjà une première étape. Il faut choisir un sujet qui vous passionne, un sujet que vous pouvez justement bien travailler et surtout un sujet qui a un intérêt, je dirais, plus ou moins positif dans le cadre de votre formation ou bien dans le cadre de votre carrière future. Oui, parce qu'on a l'impression que les étudiants choisissent en général des thématiques parce que c'est la thématique la plus facile à rédiger, ou bien c'est la thématique où quelqu'un a déjà rédigé, ensuite je vais juste faire un copier-coller de ce qu'il a déjà fait, parce que Melvin, rédiger un mémoire, c'est aussi faire preuve d'originalité sur la thématique en fait. Effectivement, et juste aussi compléter, rédiger vraiment un mémoire, c'est faire preuve de créativité. Il y a des thèmes qui ont déjà été exploités. On ne crée pas la roue, comme on aime le dire. Mais en comparant, par exemple, les différents travaux que j'ai eu à consulter, je me rends bien compte que thésard ou encore ingénieur dans la matière que je fais ont une certaine touche qu'ils apportent et on se rend bien compte que waouh, c'est original. D'autres vont avoir un style littéraire un peu différent, d'autres vont avoir un style mathématique un peu différent. Et donc ça fait en sorte que moi aussi par mon travail, je dois me démarquer des autres. Et c'est ce que j'ai eu à faire pendant ma rédaction. Et juste aussi pour compléter par rapport à la question qu'on a posée à Dominique et à Ronaldon, malheureusement, plusieurs étudiants pensent que c'est l'année de rédaction où ils vont penser à ça. Non, c'est pas ça. Et on peut être figé sur un sujet déjà qu'on a aimé. Moi, j'ai par exemple aimé la microfinance comme instrument de lutte contre la pauvreté. Mais c'est pendant la rédaction que je me suis rendu compte que c'est vrai, je comprends bien le sujet, mais produire 80 pages, c'est chaud quand même. Tu penses avoir déjà tout dit, mais tu es à quoi? 6-7 pages. Donc ça demande vraiment de s'appliquer, ça demande vraiment de l'originalité, parce que même en faisant des copier-coller, il y a des informations obsolètes. Ouais. Par exemple, un mémoire, on ne doit pas s'inspirer des travaux de 10 ans en arrière. Ouais, si tu dois prendre un mémoire de 1996 et voilà l'adapter en 2021. Et par contre, c'est aussi une difficulté dans le milieu universitaire sénégalais, parce que la plupart des travaux qui sont disponibles sur Internet datent des années 2007, 2006 par là. Surtout dans le monde de la microfinance, avec le réveil de la microfinance dans les années 2005-2006, on a beaucoup plus des travaux qui datent de cette période-là. Donc, c'est un peu ça la difficulté. Donc, il va vraiment falloir être original au-delà des travaux que j'ai à consulter. Qu'est-ce que moi-même j'ajoute comme touche et ça fait la particularité. C'est surtout là le mémoire. Et il y a un autre phénomène aussi, Dominique, je ne sais pas ce que tu en penses, mais tant mieux, tu vas me donner ton avis là-dessus. L'autre phénomène qu'on a aujourd'hui, qui est malheureusement, on va dire, pas très intéressant et qui ne donne pas vraiment envie à l'étudiant de nourrir cette curiosité culturelle, c'est ces étudiants qui ont tendance à se faire rédiger les mémoires par certaines personnes
C'est-à-dire que l'étudiant a son mémoire, il va confier la rédaction du mémoire à quelqu'un d'autre, la personne va rédiger et la personne ensuite va récupérer son mémoire et aller soutenir. Et qu'est-ce que tu penses de ce phénomène malheureusement qui grandit, hein, on assiste à ce phénomène tout le temps lors des séances de soutenance. Qu'est-ce que tu en penses, ma chère Dominique? À vrai dire, je ne savais même pas que ça se faisait. Mais attends, je suis la seule à être choquée. Je me dis, mais attends, ton travail, tu vas le confier à quelqu'un d'autre? Non, mais c'est choquant. Je suis vraiment pas du tout d'accord avec ça. Je me dis que y a cette fierté-là aussi. Quand tu vas porter, je sais pas, la toge, etc., tu vas soutenir, tes parents seront là. Si tu es à l'étranger, ils vont faire le déplacement. Tout ça là, parce que tu seras en train de raconter le travail de quelqu'un d'autre. Non, je comprends pas pourquoi le faire. Je me dis que peut-être c'est la peur d'échouer. C'est ce qui explique ça, cette faiblesse intellectuelle, j'ai envie de dire? Je me dis que dans un sens, ça peut être la peur d'échouer. Des personnes ne veulent même plus en fait développer leur curiosité intellectuelle, ne veulent plus se donner parce qu'ils se sont dit, ils ont déjà subi plusieurs échecs, donc ils se disent là, je veux prendre quelqu'un par exemple qui a fait une très belle thèse, etc. Je te donne de l'argent, je sais que tu as eu 19, j'aurai aussi un 19, etc. Je me dis que ça peut être l'une des causes. D'accord. Le phénomène donatien, tu le connais, ce phénomène-là. Évidemment, comme Dominique a laissé certaines pistes qui peuvent expliquer cette faiblesse intellectuelle où beaucoup d'étudiants n'ont malheureusement plus cette envie, comme Dominique l'a souligné, de rédiger son mémoire, aller soutenir la rédaction de ce mémoire-là. Mais on va revenir un petit peu sur le mémoire en lui-même. C'est-à-dire, tout à l'heure, tu parlais du plan. Comment ça se passe la rédaction du plan? Je veux dire, est-ce qu'il y a un plan qui est un peu plus facile à rédiger, un plan de 2 parties ou celui de 3 parties? Quel est le meilleur plan? Bon, en principe, le plan est lié à la thématique. D'accord. Le plan est lié à la thématique. Lorsqu'on a un thème, c'est le thème qui va orienter le plan en fait. C'est-à-dire que vous allez déjà faire la recherche documentaire, réunir les documents qu'il faut. Donc déjà, il y a ce qu'on appelle la doctrine. Bon, dans le domaine du droit à la doctrine, c'est ce que les professeurs écrivent. Même en finance. Même en finance, c'est ça. Dans le droit, on a la jurisprudence. Ça, c'est les décisions de justice. Ouais. Mais au-delà aussi, on a aussi la loi. On a les décrets, tous ces éléments-là qui contribuent. Donc, il faudra déjà rassembler ce nombre de documents et puis voir en fonction de la thématique et définir le thème. Qu'est-ce qui est important dans mon thème? Qu'est-ce que je dois ressortir? Qu'est-ce qu'on attend de moi par rapport à ce sujet? Parce que à chaque fois qu'on prend une thématique, c'est qu'elle pose un problème auquel on doit répondre. Une fois qu'on a ça, après on peut sortir le plan. Et c'est même là, j'ai envie de dire que la problématique même, c'est même l'épicentre, c'est le mémoire en lui-même. Parce que si la problématique elle est faussée, derrière en fait vous allez rédiger un mémoire qui n'aura aucun lien, aucun sens avec évidemment. D'accord. Et alors on se retrouve parfois dans une situation où on a besoin d'un plan, on l'avait dit, hein, le plan est dicté un peu par la thématique, ou bien c'est la thématique qui dicte le plan. Mais généralement en fait on se retrouve parfois avec un plan en 2 parties, il y en a qui font 3 parties. Est-ce que si je me retrouve avec un plan de 2 parties, est-ce que ça sous-entend que mon mémoire n'aura pas l'impact voulu ou bien Donatien? Du tout. C'est-à-dire que le plan peut avoir 2 parties, c'est aussi en fonction des éléments qu'on a pu réunir. D'accord. Toute la documentation qu'on a pu réunir, parce que très souvent les mémoires très étoffées... un plan de 2 parties, est-ce que ça ne renvoie pas aussi un peu à une faiblesse ou bien à une négligence? On peut faire un plan en 2 parties bien structuré. C'est-à-dire qu'on a tous les éléments dont on a besoin dans le plan en 2 parties. C'est quoi un magnifique plan pour toi, mon cher Donatien? On va le donner à Ronaldo et Dominique qui vont, eux, bientôt rédiger. Je dirais pas qu'un plan, magnifique plan, après, tout partira de l'appréhension de tout un chacun. D'accord. Donc il y a l'introduction, déjà, pour commencer. Il y a l'introduction. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans l'introduction? Déjà, dans l'introduction, on a l'amorce. Bon, très souvent, ça revient. Après, tout le monde ne prend pas souvent cela en considération l'amorce. Après, on a la définition des termes clés. Ouais. Après la définition des termes clés, on a l'intérêt du sujet. Bon, là, je parle de l'aspect juridique. Hein. Bien sûr. Après l'intérêt, on a la contextualisation. Mais bien avant, dans l'intérêt, on sort 2 types d'intérêt, théorique et pratique. C'est toujours important de les sortir. Après ça, on contextualise. Après, on fait quoi? On prononce l'annonce du plan et on explique pourquoi cette annonce du plan. Et là, on a une introduction. D'accord. Faite. C'est bon, Dominique, c'est noté? Oui, j'ai noté. on revient à toi. Oui, Belvit, tu vas Je voulais ajouter concernant ce que Donatien disait. Perso, il n'y a pas de plan idéal. C'est vraiment selon l'approche de chaque étudiant. Malheureusement, il est arrivé que, par exemple, dans des écoles, il y a eu des cours de méthodologie
où ils ont eu à imposer des plans, mais qui, lorsque l'étudiant est en train de rédiger, il se rend bien compte que malheureusement, je ne peux pas suivre ce plan-là, parce que si je suis ce plan-là, soit ça me fait dévier de mon mémoire, soit ça ne me permet pas d'ajouter tous les éléments que j'aimerais ajouter. Et concernant le plan à 2 ou à 3 parties, on peut avoir un plan de 2 parties, mais très riche, plus riche même que quelqu'un qui a rédigé un mémoire sur un plan de 3 parties. C'est ce à quoi aussi servent les sections. Parce que ce que l'autre va ajouter dans la 3e partie, moi je peux parler de ça dans les sections que je développe dans les 2 parties en question. Et puis pour revenir sur l'introduction, je dirais par exemple que nous, en management, parce que le plus souvent dans les écoles de commerce, c'est divisé management et droit. En management, oui. En management, la méthodologie de l'introduction est quasiment différente de celle des juristes. Par exemple, chez nous, on va partir d'un constat. Au début du millénaire, il y a eu telle chose et tout. Et à travers ce constat-là, on va poser la problématique. À travers la problématique, on va emmener des hypothèses de réponse par rapport à la problématique. À travers ces hypothèses, on va marquer l'intérêt de ce sujet. Et après l'intérêt de ce sujet, on fait simplement une délimitation du mémoire et après on annonce simplement le plan et pourquoi on a choisi de travailler ainsi. Et aussi pour compléter, il n'y a pas de mémoire sans problématique. On fausse la problématique, ton mémoire n'a pas le droit d'exister. C'est surtout ça. Comme je disais, la problématique, c'est le cœur du mémoire. Si la problématique n'est pas très bien formulée, vous passez à côté de tout, hein, j'ai envie de dire. C'est comme Melvin venait de le dire. Ouais. En fait, depuis un temps, je travaille avec des étudiants de management et c'est en travaillant avec eux que je me suis rendu compte qu'on n'a pas le même procédé en termes d'introduction. J'ai découvert, je dis waouh, mais c'est impressionnant ça. Je me disais que c'était pareil. Mais en faisant ça, je découvre que c'est différent en fait. L'aspect juridique et l'aspect de management. Ouais, évidemment, à chacun son introduction, hein, comme on dit. Renaldon, le mémoire, est-ce que je veux dire, tout à l'heure, tu nous as laissé entendre qu'évidemment, tu as déjà anticipé parce que tu travailles déjà un petit peu sur ça. Tu travailles sur quoi exactement? Sur la thématique déjà que tu vas choisir? Tu travailles sur quoi? Non, je ne travaille pas déjà sur la thématique. Moi, ce qui me concerne pour le moment, c'est d'abord me consacrer entièrement à étudier le plan. C'est-à-dire le plan, comment est-ce qu'on doit rédiger un mémoire. Donc, les différentes étapes qui ont été déjà abordées ici. Vous avez par exemple, il faudrait, au préalable, il faut avoir l'introduction, il faut le développement, la conclusion, ainsi de suite. Donc, les premières parties, deuxième partie, les sections, comme il a dit aussi. Oui, et évidemment, donc, voilà, j'essaie toutefois de me rassurer que je lis rien ne reste de côté. Oui, mais tu es en 3e année, c'est ça? Oui. 3e année, donc c'est licence 3. Le mémoire, c'est bientôt. Hein, c'est bientôt. Est-ce que justement, comme Melvin l'a dit, est-ce que ce n'est pas le moment pour toi de commencer un petit peu déjà à réfléchir sur la thématique que tu vas justement aborder en Master 2? Bon, dans mon école, les étudiants en droit public en licence 3 ne sont pas appelés justement à soutenir, on va faire un rapport ou bien un mémoire de fait d'études. D'accord. Sinon, ça, c'est pour la licence. Ça, c'est pour la licence. Oui, mais et tu es appelé à aller en master. Oui, je suis appelé à aller en master. Oui, mais je veux dire, est-ce que pour gagner du temps, justement pour anticiper, parce que anticiper, c'est prévoir, c'est réussir aussi quelque part. Est-ce que tu n'es pas dans cette logique de se dire, si je veux avoir un temps conséquent, parce qu'on va parler de la durée, la rédaction, on va y revenir là-dessus, mais est-ce que pour toi, le fait de se dire, ok, si je suis en 3e année et que je commence à réfléchir déjà sur la thématique de mon mémoire, est-ce que quelque part, tu ne gagnes pas déjà en termes de temps, le fait d'anticiper? Moi, j'ai réfléchi à cela et je me suis dit, ça serait trop ambitieux de vouloir tout de suite déjà choisir le thème ou bien la thématique. C'est bien d'être ambitieux, mon cher Renaldon. Voilà, sans pourtant connaître le plan. Donc, ce que j'ai fait d'ailleurs, c'est d'abord savoir que dans une rédaction de mémoire de fait d'études, il me faut d'abord choisir un bon sujet, un sujet qui a un intérêt sur ma vie professionnelle future. Il faudrait que je choisisse un bon directeur de mémoire. Il doit être quelqu'un qui a plus ou moins des compétences ou des expériences dans le domaine dans lequel je vais évoluer et surtout que ce soit quelqu'un qui sera justement disponible à pouvoir m'accompagner dans la rédaction de cet outil-là. Et j'ai également pensé comment est-ce qu'on fait pour rédiger une problématique qui est d'ailleurs la pièce maîtresse de fait de mémoire que vous avez parlé.
Et voilà, la problématique, elle doit te permettre justement d'aller à la recherche des informations qui vont te permettre justement de bien bâtir ton travail. Et j'ai pensé aussi comment rédiger un plan qui doit te permettre évidemment de répondre aux différentes questions que tu as eu à soulever dans la problématique. J'ai pensé à cela. Moi, j'ai aussi pensé justement voilà, à comment faire pour rédiger le travail dans le fond. En fait, toi, tu es beaucoup plus dans un travail de prévention. Oui, de prévention. Voilà. Mais dans la pratique. Oui, beaucoup plus dans ce travail, la vie de Donatien. En fait, pour aller dans son sens, en fait, en faisant de plus en plus de recherches, je me suis rendu compte d'une chose, en fait. Le mémoire, en fait, bon, je parle plus pour les juristes, mais là, après, je ne sais pas comment ça fonctionne dans d'autres formations. En fait, le mémoire, c'est une continuité de la dissertation. C'est un exercice qu'on fait depuis la première année, parce qu'on a 4 types d'exercices. On a la dissertation juridique, on a le commentaire d'arrêt, le cas pratique et la consultation juridique. D'accord, ça c'est pour les juristes. Oui, c'est pour les juristes. Donc, le mémoire n'est qu'une continuité de la dissertation. C'est-à-dire qu'en dissertation, on fait une introduction, un développement, mais sans conclusion. C'est lorsqu'on arrive en fin de cycle, donc Master 2, qu'on fait une introduction, un développement, une conclusion, mais la démarche est la même. C'est la même démarche. Dominique, le mémoire, évidemment, on l'a souligné. Je te repose la même question. Est-ce que tu es dans cette optique-là déjà, est-ce que tu as une idée de la thématique que tu voudrais aborder? Est-ce que tu commences à échanger un petit peu avec les grandes sœurs, avec papa, maman? Parfois, ils aident aussi beaucoup dans la rédaction de mémoire. Est-ce que tu es dans cette démarche-là? Non. Je n'ai pas encore commencé à réfléchir à la problématique, la thématique, etc. Mais après ce plateau, je vous assure, au sortir d'ici, je vais aller chercher mon thème, etc. Waouh! Et parce que l'avantage qu'on a en ce qui concerne évidemment la thématique, c'est que même on peut avoir sa thématique déjà même en étant en première année même. Oui. On peut commencer déjà à avoir l'idée de ce qu'on veut, on veut aborder, commencer à bien structurer l'idée et commencer à rédiger. Le temps de rédaction, oui, Renoldan. Oui, c'est pas pour me justifier. Si je n'ai pas jusqu'à aujourd'hui trouvé la thématique. Non, mais on vous comprend, on te comprend. C'est justement pour éviter d'être figé sur un même thème et focaliser mes idées. Donc pour le moment, moi je me suis dit, si j'ai acquise justement la manière dont on doit rédiger un mémoire de fait d'études, c'est déjà une très bonne chose, c'est déjà la base. Mais après, je ne me désintéresse pas d'autres sujets pour dire que bon, j'ai déjà mon sujet choisi, je me focalise là-dessus. Donc voilà, c'est la simple bonne raison. Après, je pense qu'il y a un cours à partir du master sur la méthodologie, rédaction. Toujours, on le fait. Exactement, à partir du master 1, je crois. Master 1, oui. Voilà, donc il y a déjà, donc là aussi, ça va t'aider un petit peu. Mais sinon, rassurez-vous, je ne veux pas confier la rédaction de ma mémoire à une tierce personne. Oui, parce que ça, c'est un phénomène qui existe et c'est dommage. En tout cas, les jeunes, les étudiants qui nous regardent là, aujourd'hui, sur ce plateau Génération News, ne le faites pas. Vous rédigez votre mémoire. C'est très dangereux. C'est très important de le faire. Oui, c'est très dangereux parce que peut-être Donatien ne l'a pas souligné, mais il l'a souligné, mais de façon implicite. Lorsqu'on rédige un mémoire de fin de cycle, par exemple en master, le mot, chez nous par exemple en management, on nous appelle des ingénieurs. Donc, moi par exemple, je suis ingénieur financier, spécialiste des questions de microfinance, parce que je rédige sur la microfinance. Bon, maintenant, je me présente au sein d'une entreprise de microfinance, je vais dire, je suis ingénieur financier, spécialiste des microfinances, mais ce n'est pas moi qui ai rédigé mon mémoire. En quoi tu as la matière grise pour venir postuler en fait? Donc c'est vraiment dangereux de faire ainsi. Et même là, Melvin, loin de vouloir t'interrompre, c'est que même là, tu as sauté une étape qui est cruciale, c'est la soutenance. Si le jour de la soutenance, tu ne donnes pas satisfaction dans le sens où tu ne maîtrises pas ton sujet, bah, tout de suite, on comprend que... Les jeunes, ils sont heureux d'avoir 13 en soutenance. 13, limite, le jury te dit on n'a pas voulu te recaler, quoi. Ouais. Bon vent, avance, mais améliore-toi. Le plus souvent, il y en a même, ils refusent la soutenance, on te demande d'aller rédiger à nouveau le mémoire parce qu'il y a des... voilà. Et surtout qu'il y a un logiciel au sein de l'UCAD, et donc il y a certains professeurs de l'université Cheikh Anta Diop qui interviennent dans les établissements privés qui utilisent ce logiciel-là, anti-plagiat. Et l'année dernière, dans notre établissement, il y a un étudiant qui avait été recalé parce qu'il a fait du plagiat sur plusieurs parties de son mémoire. On aurait compris, le jury avait dit, on aurait compris qu'il aurait mis des guillemets et précisé en note de bas de page, emprunté par rapport à telle thèse ou telle mémoire et autres. Mais il s'est carrément approprié la matière intellectuelle de l'autre étudiant. Donc, ça fait en sorte que voilà, c'est du plagiat. Le temps de rédaction, mon cher, c'est vrai que c'est conditionné par l'établissement. Parce que l'établissement vous dit vous avez un délai de 3 mois pour rédiger et tout le reste. Mais je veux dire, est-ce qu'en un mois, on peut rédiger un mémoire, Donatien?
Bien sûr. Comment il faut se préparer? C'est quoi le secret, Donatien? Bon, déjà, en fait, avant de revenir à ça, en fait, depuis un temps, je discute avec certains étudiants. Je leur ai dit, en fait, qu'il faut déjà avoir la culture de l'écriture. C'est-à-dire, bon, nous, chez nous, par exemple, on rédige ce qu'on appelle des articles juridiques. Donc, quand quelqu'un a déjà pris l'habitude de beaucoup, quelqu'un qui lit beaucoup et qui rédige beaucoup, en un mois, ça le fait. Hein. Ça le fait. En un mois, c'est possible de rédiger même 80 pages. Ouais. Il suffit d'avoir tous les documents sont là, tout a déjà été synthétisé, tout est prêt. Vous lancez dans la rédaction. Le travail de recherche aussi, Dominique, c'est quelque chose que, voilà, ça va, c'est bon, c'est assimilé, on est prête à aller sur le terrain. Parce que c'est là la difficulté qui rend un petit peu certains étudiants paresseux, j'ai envie de dire, entre guillemets. C'est parce qu'en fait, on s'imagine un peu les trajets qu'on va effectuer, aller à gauche, à droite, les bibliothèques, qui parfois ne sont pas assez fournies pour avoir le maximum d'informations. Est-ce que toi, quelque part, tu es déjà un petit peu préparé à ça, à faire ce parchemin, aller à gauche, à droite pour obtenir les informations, Dominique? Bah oui, parce qu'on a vu que le mémoire, en fait, avec la soutenance, ça vient conclure, en fait. C'est en fin de projet, ça vient conclure, en fait, tes années d'études, s'il faut le dire comme ça. Et donc, je pense que si on est en 2021, objectif, mémoire, soutenance. C'est ton objectif, c'est clair dans ta tête. Donc, tu dois te donner les moyens de réaliser cet objectif. Donc, bien sûr qu'à ce moment, j'aurais pas peur de cogner à certaines portes et de demander les informations. C'est surtout que si maman t'a envoyé au Sénégal, c'est pour obtenir ça aussi au passage. C'est ça. Il faut penser aux parents, il faut penser à ceux qui ont payé tes études. D'accord. Et comment elle s'appelle, maman? Stella. D'accord. On passe le bonjour à maman Stella. Ne vous inquiétez pas, elle va soutenir. Elle aura une très belle moyenne. On revient pour revenir sur ce que Dominique disait, il faut aussi préciser que c'est vrai, c'est l'année de rédaction, on fait des déplacements et autres, mais si on a été dans des établissements assez consensueux, assez méticuleux, il y a des travaux de recherche qui nous demandent d'aller sur le terrain. Et en parlant d'aller sur le terrain, je vais t'interrompre, mon cher, on va marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième partie. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons nous intéresser cette fois-ci à l'entretien d'embauche. On est tous appelés à aller à un entretien, ou bien il y en a qui sont déjà allés à un entretien d'embauche. Ronaldon, est-ce que c'est le cas pour toi? Tu as déjà, on va dire, participé à un entretien d'embauche? Oui, effectivement, j'ai eu à participer à un entretien d'embauche et c'était plutôt une très belle expérience d'ailleurs que j'ai vraiment aimé. D'accord. Parce que suite à cela, j'avais donc reçu justement une réponse favorable. D'accord. Et du coup, c'était, oui, dis-nous tout un peu. C'était quoi l'embauche? Tu postulais pour quoi? À quel poste? Dans quel domaine? Bon, c'était dans le domaine, je dirais, de la communication. Je voulais être un conseiller en communication. D'ailleurs, avant d'arriver là, en tant que toute personne qui se respecte ou tout étudiant qui est à la quête d'un emploi, je me suis posé la question, comment est-ce que je dois faire pour réussir justement mon entretien d'embauche? Ouais, et c'était quoi les réponses? Voilà, il fallait d'abord faire des recherches. Comment est-ce qu'on doit se préparer à aller en entretien d'embauche déjà? Il faudrait connaître le domaine dans lequel vous voulez poster et surtout faire de sorte que vous arrivez à arrimer vos connaissances justement avec le profil qui est recherché par l'employeur par exemple. Voilà, c'était en cela que je m'étais préparé et plutôt c'était une très bonne expérience. Dominique, l'expérience, ça va? Tu es allé au contact de cette expérience aussi, l'entretien d'embauche. Alors ça s'est bien passé, un peu à l'image de notre ami Ronaldon, ou bien il manquait des petites choses? Si, ça s'est très bien passé. Comme il a dit, il y a un travail de recherche, donc je me suis renseignée sur l'entreprise et voilà, j'ai répondu le plus simplement possible, le plus naturellement possible et le plus véridiquement possible à leurs questions et puis voilà. Est-ce que c'est là le secret, Donatien? Je veux dire, le secret pour réussir son entretien d'embauche? Ou bien il y a d'autres... on peut aussi aller dans de la séduction, enfin entre guillemets, séduction entre guillemets, attention, séduction dans le sens où de montrer à la personne qu'on est vraiment intéressé par ce entre guillemets, ce boulot, ce poste recherché. Mais c'est quoi le secret pour réussir son entretien? Est-ce qu'on se fie uniquement à ce que nos amis nous disent ou bien on peut rajouter quelque chose derrière? Bon, déjà, le secret, je pense que... Et ça va dans tous les sens en fait, c'est un peu plus multiple, c'est-à-dire que je dirais que la recherche sur l'entreprise dont on veut postuler,
Et c'est une première étape. Ouais. Après, il faut se préparer pour y aller. Mais déjà, ce qu'il faudra aussi comprendre, c'est que chaque entreprise a ses codes. Oui. Peut-être découvrir les codes de l'entreprise, du fonctionnement. Parce que s'il faut aller faire face, je vais vous prendre l'exemple simple. Par exemple, si dans l'entreprise, il y a un type de costume qu'on porte, je crois qu'il faudra s'arrimer à cela. Porter ce type de costume et aller. Donc, ils verront déjà que la personne qui veut cet emploi. Oui, parce déjà... que l'habillement, c'est important oui, aussi, oui, je veux dire. oui. Parce que si quelqu'un vous aborde, vous accoste dans la rue et qu'il est habillé en, on va dire, une tenue assez voilà, bizarre, je ne pense pas que vous aurez envie de vous arrêter pour discuter avec lui. Alors, or, si c'est une personne qui vient costume cravate, là, tout de suite, vous vous dites, OK, il y a moyen d'échanger avec lui. Donc oui, comment on appelle ça, le comportement, l'habillement, ça compte beaucoup. Ça compte. C'est ce qu'on appelle savoir se vendre. Il faut savoir se vendre. Oui. Yes. Personal branding, comme on dit en anglais. Personal branding, donc c'est se vendre. Donc quand vous allez, vous mettez déjà cet aspect-là de votre côté. Donc quand les employeurs voient ça, quelque part, ça les intéresse. Maintenant, il y a aussi un autre aspect qui peut être aussi, bon, je dirais pas une difficulté, mais il y a aussi l'aspect expérience. Parce qu'il y a des entreprises qui vont dire 2 ans, 1 an d'expérience. Maintenant, si vous n'avez pas d'expérience, comment est-ce que vous faites pour les avoir? Peut-être, il y a aussi l'aspect CV. Ouais. Le CV, parfois, il y a un critère, peut-être que l'un des employeurs, je sais pas, le ski nautique ou bien il aime le dessin, je sais pas, et vous aimez cela. Peut-être les questions maintenant tendront plus vers ça que sur la raison pour laquelle vous êtes là. Et si ils se rendent compte que apparemment vous partagez une même passion, facilement ça peut faire l'objet de, ça peut contribuer à la réussite de l'entretien. Oui. Ouais. Melvin, est-ce qu'il y a des choses aussi qu'on ne doit pas dire? Parce qu'on a l'impression qu'à l'entretien, on veut tellement séduire la personne qui est en face de nous qu'on veut tout dire. Oui, il y a certains employeurs, ou du moins des coachs en CV, s'il faut le dire ainsi, je n'ai pas le mot adéquat, qui m'ont fait remarquer, et je l'ai aussi remarqué par ma propre expérience, parfois trop se vendre paraît présomptueux. Ça paraît présomptueux face à l'employeur. Oui, j'ai eu à monter des business plans, j'ai eu. Tiens, ok, d'accord. Et concernant ça, qu'est-ce que tu dis? Il va commencer à te poser des questions qui sont un peu hard et là... Très technique. Ouais, très technique parce que la personne est venue, le postulant est venu, il a commencé à vouloir montrer qu'il... Voilà, c'est une chose de connaître son domaine et c'en est une autre de venir avec arrogance. Ouais, je. Donc c'est vraiment savoir jongler entre les deux, savoir se vendre tout en étant humble. Parce qu'il y a certains employeurs qui n'aiment pas l'arrogance. Oui. Lorsque je parlais de savoir se vendre, c'est quoi? Par exemple, vous n'allez pas quand même se présenter au lieu donc de l'entretien et on étant crispé par exemple. Quand on dit savoir se vendre, il y a un adage chez nous qui dit lorsqu'on se connaît soi-même et qu'on connaît son adversaire, 1000 batailles deviennent 1000 victoires. Savoir se vendre, c'est vrai, vous avez le profil qu'il faut, vous avez de l'expérience, vous avez des diplômes, mais arriver face à l'employeur, ils sentent que vous êtes un peu timide, ils sentent qu'il y a une inadéquation entre ce qui est écrit dans votre CV et votre manière de vous présenter, votre manière de vous exprimer. Savoir se vendre, c'est justement essayer de mettre en avant les connaissances de base que vous en avez. Mais pas toutes les connaissances quand même. Oui, toutes les connaissances. Non, mais parce que toutes les connaissances, ça peut, comme il a dit, ça peut paraître présomptueux. Oui, on donne ces connaissances lorsqu'on vous pose la question, par exemple, dans le domaine que vous voulez évoluer. Parce que connaissez-vous cela? Évidemment, quand vous connaissez, dites tout ce que vous connaissez. Ouais, mais est-ce que c'est pas dangereux, Ronald? Non, ce n'est pas dangereux. Est-ce qu'il ne faut pas mettre la limite sur le fait de... Vous savez, je dirais qu'il faut quand même mettre la limite. En fait, comme je dis, j'ai déjà eu assisté à un entretien d'embauche, déjà moi-même de façon personnelle, et j'ai déjà eu à assister des grands frères qui font dans les RH, dans des entretiens d'embauche, et même dans des cabinets de recrutement, de consultation, de recrutement de personnel. C'est une des choses qu'ils disent. C'est vrai, il faut savoir se vendre, oui. Il faut savoir dire que, bon, oui, dans mon CV, comme vous avez vu, comme vous l'avez remarqué, j'ai eu à exercer à tel endroit ou à Génération News, j'ai été journaliste là-bas et autres. Mais venir avec l'histoire que, oui, à Génération News, personne ne pouvait m'atteindre, il y a certains qui ont... Là, c'est peut-être exagéré ce que je dis, mais il y a certains qui sont comme ça dans leur présentation. Et donc, ok, je t'embauche, c'est pour que tu viennes aussi faire la même chose ici, en fait. Où tu vas être sur tes... Comment trouver le juste dosage, justement? Comment arriver au juste dosage pour ne pas en faire trop lors de l'entretien? Pour arriver au juste dosage, c'est suivre simplement le jeu de l'employeur. D'accord. Il pose une question sur X, je m'en vais sur X.
il pose une question sur Y. En fait, en ce moment, je ne fais que suivre sa tendance. Je le laisse guider l'entretien. Voilà, je le laisse guider l'entretien. Je ne veux pas arriver à un niveau où, peut-être si, à cause de ma manière de m'exprimer, il est captivé, comme disait Donatien, maintenant là, il va commencer à te parler de dessin alors qu'on est là pour la finance. Ok, d'accord. Mais si c'est moi qui veux lui arracher des mots, si c'est moi qui veux lui arracher son rôle d'employeur, ça commence à être un peu parce que compliqué. C'est très intéressant ce qu'elle dit, parce qu'il y a certains postulants qui ont tendance à inverser les rôles. C'est toi qui viens postuler pour obtenir un poste, mais c'est toi qui poses des questions à l'employeur. Bon, voilà. Donc oui, du genre, pourquoi vous voulez m'embaucher? Mais bon, écoutez, c'est assez compliqué. On va revenir un peu sur l'entretien d'embauche. Dominique, ça tombe bien, hein, parce que évidemment, tu es la seule femme sur ce plateau de Génération News. Selon une étude, hein, en préparant évidemment cette émission, on va dire 15%, selon l'étude, l'étude à 13,95, donc on va à 14-15%. Des femmes sont parfois, on va dire, mal à l'aise lors des entretiens parce qu'il y a parfois des questions un petit peu gênantes que l'employeur pose. Mais en général, ces questions, selon les employeurs, parce qu'ils sont évidemment justifiés, c'est des questions un peu pour voir quelles sont les limites de cette personne-là. Et supposons que ça soit vous, ma chère Dominique, comment vous réagissez? Est-ce que vous trouvez que les employeurs en font, ils en font un petit peu trop, ou bien c'est assez normal, c'est dans le jeu de l'entretien? Bon, je pense que ça dépend des limites de chacune, s'il faut le dire. Tu peux poser tes limites. S'il te pose des questions un peu trop personnelles, et tu peux dire non, et écoutez, moi je ne peux pas rentrer dans ce jeu, etc. Mais il faut aussi savoir que l'entretien d'embauche, c'est aussi quand tu seras dans l'entreprise. La façon dont il se comporte avec toi maintenant, justement, les questions, en fait. S'il est trop bizarre ou il est trop proche, il a des mauvaises tendances avec toi, dans l'entreprise, tu peux tomber sur des machos. Donc voilà pourquoi il est bien de poser ses limites lors de l'entretien d'embauche et savoir que quand tu seras dans l'entreprise, voilà, c'est comme ça qu'il devrait se comporter avec toi. Alors, je ne tolère pas l'acte, évidemment, hein, parce qu'il y en a qui vont jusque dans des situations un peu compliquées. Évidemment, ce cas de figure est à bannir et on va le bannir sur ce plateau de Génération News, mais évidemment que est-ce qu'en le faisant aussi, c'est pas, on va dire, d'une manière de mettre un peu sa clé sous le paillasson en disant on met ses chances de côté. Parce que si vous êtes dans le fait de tenir tête à l'employeur le premier jour de l'entretien, est-ce que quelque part c'est pas mettre son entretien un petit peu entre parenthèses? Ça dépend des domaines. Ça dépend des domaines. Je ne sais pas comment ça se passe en finance ou en droit, mais je sais qu'il y a certains domaines où on a besoin de femmes avec de fortes têtes, des personnes capables de rester sur leur position. Ouais. Je me demande que si tu postules pour être commercial et tout, et la première, je ne sais pas, situation bizarre, tu te retractes. Non, tu dois savoir imposer tes limites. Et moi, je me dis, tu ne regrettes pas. Tu perds pas. Si vraiment, quelle que soit la taille de l'entreprise, si on ne te respecte pas lors de l'entretien d'embauche, tu n'es pas retenu, c'est pas bien grave. Ouais, comme on dit, se faire respecter aussi, c'est cette capacité à dire non à certaines choses aussi. Donc oui, on est avec vous, ma chère Dominique. Donatien, l'entretien, évidemment, tu l'as souligné, l'apparence, on va dire, c'est la base. Je veux rester sur ton cas parce que tout à l'heure, Dominique, notre ami de la régie, te taquinait un petit peu avec ta coupe de ta barbe. Est-ce que ton apparence t'a déjà un petit peu disqualifié dans l'entretien? Je dirais oui, hein, parce que j'ai déjà passé certains entretiens ici et le regard est un peu plus figé en fait. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas la personne, mais on regarde l'appareil extérieur. Ouais. Et donc c'est assez figeant. Et je me suis dit... Et ça, ils te l'ont dit directement ou bien tu l'as perçu dans le regard? De manière implicite. De manière implicite dans le regard, dans la manière de parler. Et après, j'ai compris que, est-ce qu'il n'y a pas, comment on appelle ça, c'est-à-dire, les gens sont comme déconnectés en fait. C'est-à-dire que j'estime que si je prends soin de ma barbe, c'est pas celle-là qui va m'empêcher de faire le travail que j'ai à faire pour le poste pour lequel je postule. Donc, j'ai fait face à cette difficulté-là. Donc, il y a cette grosse difficulté selon laquelle les gens ne vous regardent pas vous pour qui vous êtes, pour les compétences que vous avez, mais pour l'apparence. Ouais. Oui, mais est-ce que... Parfois, c'est pas de la faute du recruteur. Je prends le cadre de la finance. Je sais pas pour être présomptueux, je suis en ce moment constamment en chemise, ballerine et autres. Parce que simplement, tu travailles en banque, tu es gestionnaire de biens, du patrimoine de plusieurs personnes. Tu vas pas être quelqu'un qui est vraiment de façon délabrée. Négligé. Négligé. Ça fait en sorte que automatiquement, le client se demande, tiens, je veux conseiller mon argent à celui-ci,
qu'est-ce qu'il va faire de mon argent vu son apparence et autres. Donc il y a certaines boîtes qui imposent même un dress code. Surtout au niveau de la finance. Nous, les financiers, nous avons obligation d'être constamment costume, cravate. Et si tu es décontracté, même si tu vas au sport, c'est en chemise. Ça, c'est vraiment une blague, mais c'est vraiment pour dire quel niveau, surtout les traders. Les traders, pas les traders qu'on voit partout à Dakar. Là, je parle des vrais traders, la Nasdaq, les CAC 40 en France et autres. Là, vraiment, c'est ça. La profession, parfois, c'est pas tant la faute des recruteurs, mais eux aussi, ils ont une pression derrière. Ils ont une pression derrière. Vous n'avez pas remarqué une grande banque dont je tais le nom pour ne pas faire de la pub, mais qui est située là juste avant d'arriver à la chaîne. Ils sont constamment en costume sombre, soit du bleu sombre, soit du noir. Parce que selon des règles vestimentaires au niveau de la banque, tu es un banquier, tu t'habilles en clair, les costumes gris, violets et autres pour taquiner un peu mes amis congolais. Tu joues avec l'argent des gens. Automatiquement, c'est cette image que ça renvoie auprès des clients. D'accord. Un banquier qui s'habille avec des costumes clairs, c'est que tu joues avec l'argent des gens, tu consommes de leur argent pour éclater. Oui, Ronald, je te sens un peu partagé. Tu as des choses à dire? Non, je ne partage pas. Déjà, d'accord. Moi, je suis allé dans les entretiens et voilà, j'étais habillé convenablement, comme on dit, pas en couleur. Déjà, je suis congolais, donc... il l'a pas dit méchamment. Évidemment qu'on aime, on a fait une thématique ici sur la sapologie, donc on aime bien. Justement, je vais souligner ce que venait d'être dit par Donatien. Peut-être que je ne m'étais pas fait comprendre dans l'expression où je disais il fallait savoir se vendre. C'est tout ça là. Donc, avant d'aller dans l'entretien, il faut bien soigner son apparence physique. C'est-à-dire regarder qu'est-ce qui peut justement me permettre d'arracher ce poste sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan intellectuel, et ainsi de suite. Mais donc ça veut dire qu'en fait, il faut changer pour avoir changer son apparence. Oui, mais donc en fait, c'est quelque part, on demande à Donatien de raser sa barbe pour avoir la chance d'avoir un poste. C'est un peu ça, si je suis ta logique, mon cher. Vous savez, l'homme de base doit connaître ce qu'il veut. Et quand on connaît ce qu'il veut, tu dois au moins connaître ce qu'il faut faire pour avoir ce que tu veux. D'accord. En sachant que dans des postes comme les gestionnaires ou ceux qui sont tout le temps en contact avec des clients ou par exemple des partenaires, venir chercher cet emploi en étant barbu, ainsi de suite, l'employeur peut désolé de juger avec de ta manière, barbe. peut avoir un jugement assez péjoratif à ton égard. Après, je pense que, comme disaient certains de mes professeurs, beaucoup sont dans ce qu'on appelle des subjections en fait. C'est très subjectif. Après, je ne soutiens pas cela. Pourquoi je le dis? Mais quand on veut quelque chose, il va falloir... Pourquoi est-ce que je dis c'est subjectif? Parce qu'en fait, peut-être sous notion, c'est-à-dire qu'on a un regard on est très en arrière malheureusement. J'ai eu la possibilité de discuter avec des amis qui sont aux États-Unis, à New York, d'autres à Washington. Les gars me disent qu'il y a des gars, costume dreadlocks, il va au boulot. Oui, ouais. Il a sa barbe bien plus barbue que moi. Il y a des journalistes dreadlocks qui présentent tranquille, donc c'est pour dire que quand je parle du contexte, on est dans un contexte assez... Il y a des choses encore sur lesquelles on n'est pas encore très ouvert. Donc quand on voit ça, on pose directement un jugement. Mais sous d'autres cieux, j'ai des amis, certains sont au Canada, ils me disent, mais bro, mais ici, tu vois un PDG, les barbus, tu dis, on te dit que c'est le boss de la boîte, tu dis, mais comment est-ce possible? Non, parce que je pense que tu l'as souligné, c'est d'abord, on juge beaucoup plus sur l'apparence que de juger sur la capacité à et eux, ils sont plus dans ce contexte, parce que mon pote qui est à New York, il me dit, par exemple, on discutait une fois, il me dit, en fait, aux États-Unis, en fait, le principe, c'est lequel? On ne regarde pas tes diplômes. Qu'est-ce que tu sais faire? Viens, on ne regarde pas ton apparence. Même si tu es en allant, tu sais faire quoi? On te teste. Si tu connais, on te donne la le méthode poste. américaine. C'est d'accord, tu as des diplômes. Ok, mais qu'est-ce que tu sais faire? Montre-nous. On te met, comme on dit, on juge le maçon au pied du mur. On vous met au pied du mur à l'aider. Une fois qu'on constate qu'effectivement les compétences, c'est ça, le poste, il est à vous. Après, on n'est pas aux États-Unis. D'où, moi, je pense que pour réussir son entretien, comme c'est marqué là-bas dans notre thématique, on est obligé de chez nous, évidemment, de se conformer. Je pense qu'il t'invite implicitement à raser ta barbe. Non, j'aime bien savoir. On te taquine, mon cher Ronald. Nous sommes tout à fait d'accord. Moi, je t'invite en culture digitale. Là-bas, c'est relax. On a beaucoup parlé du Canada, de l'Angleterre, des États-Unis, etc. La culture digitale vient aussi de là-bas. Donc, ils ont cette partie relax que nous, dans ce domaine, en fait, on a.
Tu peux trouver quelqu'un, un chef de projet, bon, même si c'est abusé, ça dépend aussi des domaines, un chef de projet en banque, un chef de projet dans une structure totalement digitale. Tu arrives, c'est relax, parce que c'est dans notre culture en fait. En parlant de culture, moi je reste avec toi, Dominique, tu vas nous excuser, hein, tu es la seule femme de ce plateau. On revient un peu sur des clichés, parce que Donatien l'a souligné, Ronaldan pareil pour Melvin. Le cliché, et les femmes sont en général sinon beaucoup plus victimes de clichés que les hommes. On parle par exemple de l'habillement, revenons sur l'habillement. Est-ce que trop s'habiller de manière un peu extravertie, est-ce que ça ne gâche pas un peu ses chances d'obtenir ce poste? Comment une femme, alors tu ne parles pas au nom de toutes les femmes, mais comment selon toi une femme doit s'habiller pour réussir son entretien? Ok, comment une femme doit s'habiller pour réussir son entretien? Mesdames, habillez-vous de la façon la plus simple possible. C'est laquelle la façon la plus simple? Oui, ben, elles ont besoin d'avoir des précisions. Pareil pour nous, on veut comprendre c'est quoi la manière la plus simple de s'habiller pour réussir son entretien. Bah, je dirais déjà de s'habiller avec pudeur. D'accord. Ça ne sert à rien d'arriver à un entretien d'embauche et de montrer, j'emprunte le terme de Melvin, les hou-hou et les ha-ha. D'accord. Non, ça, gardez ça pour chez vous, ok? Habillez-vous avec pudeur et habillez-vous aussi avec simplicité. Quoique ça dépende aussi du domaine, comme on a parlé en finance, etc. Mettez des trucs sobres. Ça ne sert à rien d'arriver en entretien d'embauche avec des couleurs flashy, etc. Je vais taire encore la nationalité. Donc, arrivez avec des couleurs sobres, arrivez habillé prudemment, de façon élégante, avec une belle coiffure, une belle manicure, etc. Parce que c'est aussi ça le personal branding, c'est se vendre en fait. Ayez une bonne image de vous, tout simplement. L'originalité lors de l'entretien, mon cher Melvin, est-ce que c'est une excellente chose? Alors, pourquoi je parle de ça? Il y a un chef d'entreprise qui est très connu sur le continent, Savrognan, je crois que vous le connaissez très bien, qui est à la tête d'une grande maison de com, une boîte de com. Alors, lors d'un entretien, il laissait entendre l'originalité. Pour lui, l'originalité, c'est, on va dire, une des clés de réussite de son entretien. Il disait, je cite, hein, donc je vais essayer de paraphraser ce qu'il disait, que lors d'un entretien, il a reçu parce que l'entretien, il faut déjà, avant d'arriver à l'entretien, il faut envoyer le CV, la lettre de motivation et la demande d'emploi et tout le reste. Alors, il dit que lorsqu'il reçoit la demande de motivation enfin, pas les demandes de motivation classiques, je viens avec toutes les formules et tout, il dit tout ça, c'est du déjà vu. Voilà, moi j'ai besoin d'une touche d'originalité dans la manière de me demander de l'emploi. Et il y a une personne, je crois que c'est un Camerounais, qui a simplement envoyé comme demande de motivation une photo de son frigidaire vide. Il s'est dit que si ce monsieur m'envoie une photo de son frigidaire vide, il n'y a pas plus motivé que lui dans ce domaine-là. Et donc ça, tout de suite, il s'est dit, cette personne donnera de sa personne, pardon pour la répétition, pour aller au bout de ce que lui veut obtenir. Et donc, est-ce que l'originalité, pour la petite histoire, c'était juste un peu pour recontextualiser un petit peu, est-ce que l'originalité, le fait d'être original lors d'un entretien, ça peut, on va dire, payer entre guillemets? Est-ce qu'il faut apporter la touche d'humour? À quel moment il faut doser cette touche d'humour? Comment être original pour mettre toutes ses chances de son côté? J'ai fait plusieurs entretiens dans des boîtes des pays francophones, notamment dans mon pays d'origine et ici au Sénégal. Et le constat a quand même été triste. C'est que le déroulement de l'entretien, ton originalité, se passe selon l'employeur. Il y a des employeurs, hein, tu rigoles, tu me prends pas au sérieux, ok, d'accord, suivant. J'ai même failli poser la question par rapport à cette histoire de Savrognan en question, il est de quelle nationalité? Parce que malheureusement, il faut quand même se dire que les employeurs des pays francophones et autres, oui, voilà, ne sont pas très ouverts. Ils sont toujours dans le formel. Il y a des demandes d'emploi qui ont été rejetées parce que la lettre formelle qu'on connaît habituelle là a été changée par quelques mots. Non, ici on ne dit pas ça, on doit dire ça. Oui, parce ici que on ne dit pas. Voilà, auprès de vous. Ouais. Il faut forcément dire ça. Il y a des gens qui sont beaucoup dans le culte de la personnalité. Donc quand tu les abordes pas de façon méthodologique comme on nous a habitués, ils prennent ça comme un manque de respect. Et malheureusement, ça fait en sorte que même pendant le déroulement de l'entretien ou avant le déroulement, on est obligé d'être figé par rapport à ces choses-là. Ouais. On est obligé d'être figé par rapport à ces choses-là. On va mettre un CV avec une photo assez décontractée de côté. Un CV, il faut costume, cravate, bien cintré, dernier bouton. Malheureusement, c'est ça. Il n'y a pas
tellement de preuves de Ronaldo, il insiste, c'est ça se vendre. Ouais, mais après se vendre aussi, c'est je fais finance, mais je suis beaucoup taquin. Ouais. Non, mais je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant d'apporter un peu une touche d'humour dans. Oui. Parce que déjà l'entretien en lui-même, il est assez stressant déjà comme exercice. Voilà. Et j'ai aussi croisé, par exemple, j'ai eu à passer un entretien d'embauche auprès d'une boîte où malheureusement on m'a pas appelé. Bon, j'avais pas les diplômes. Ouais, voilà. ça viendra. Le monsieur, le recruteur, il était assez ouvert. Il était très original, il riait, on riait. Vraiment, il pose une question, je réponds, il repose. Vraiment, c'était vraiment particulier. Il disait, waouh, j'ai bien apprécié votre CV, couleur bien. Est-ce que vous pouvez me fabriquer un CV? J'ai vraiment aimé. Ah, mais ça aide aussi à mettre la personne à l'aise. Voilà. J'ai vraiment aimé. Il y a certains, tu arrives, tu te retrouves face à comme un dictateur africain. Ouais. Bonjour. À partir de ton bonjour, je ne peux plus rire, je ne peux plus être original, je suis obligé d'être, comme on va dire, le plus grand des financiers. Voilà, je m'appelle Melvin Stéphane, ingénieur financier. Voilà, il y a même plus cette oui, idée. En fait, tu le viens, il y a cette forme d'automatisme. D'automatisme qui se crée. Oui, et voilà, et si on me dit que savoir se vendre, c'est être automatique, je dis bon. Pas forcément. Revenons, parce qu'il nous reste quelques minutes avant évidemment de se séparer les amis. Renoldan, on va peut-être un peu revenir sur les points très essentiels qu'on a eu à souligner pour essayer de résumer, pour que nos amis qui nous prennent en cours sur Medi 1 TV dans Génération News sachent un peu de quoi on parle, de quoi il est question. Alors on a parlé déjà de l'habillement, donc l'apparence. C'est la première chose à soigner. On a parlé de savoir se vendre. Dans savoir se vendre, ce n'est pas tout dire de l'expérience, parce que justement, il y a des gens qui se retrouvent un peu piégés par ce qu'ils disent dans le document. Vous voyez souvent dans les documents, les gens qui disent « oui, je suis prêt à travailler sous le stress ». Mais ça, en général, j'arrive à mieux travailler sous le stress et tout le reste. Et derrière, on va te stresser avec une question. Oui. Ça va être compliqué derrière. Donc voilà, savoir se vendre. Tu insistes sur ça, mon cher Renoldan. Reviens, savoir se vendre. Alors, je disais, savoir se vendre, c'est justement prendre en compte les critères où on dit les prérequis qu'un employeur peut s'attendre de toi. D'accord. Évidemment, je sais que je vais à un entretien qui se passera dans une grande entreprise, ainsi de suite. Je vais pas aller là-bas de manière relaxée, comme on dit. Je dois porter ma plus belle veste, je dois porter ma plus belle cravate, ainsi de suite. Je dois bien me coiffer. Être serein, pas de stress. Serein, je dois être bien me coiffer. Attendre les questions et de répondre aux questions. Voilà, attendre les questions, de répondre et surtout être là bien à temps. Je dois me présenter avant même l'heure prévue de l'entretien. Bon, je pense que ça, on n'a pas besoin d'épiloguer là-dessus. Si on te donne le rendez-vous à 15h et que tu es dans généralement, la position on est habitué à venir en retard. Déjà, bon, je ne peux pas parler. D'ailleurs, vous voyez, quand vous m'invitez, je viens toujours à temps. C'est la notion d'heure aussi, ça compte vraiment beaucoup dans toutes les choses. Là, il ne faudrait pas l'oublier. Et voilà, donc, il faudrait prendre soin de son apparence, maîtriser son sujet, bien se préparer surtout. Parce que ce que vous avez écrit dans le CV doit évidemment vous permettre justement de répondre au cas où il y a des questions, des éventuelles questions qui pourraient surgir de là. Effectivement. Et je voudrais ajouter un truc. Tout ce qui est sur le CV, on doit maîtriser. Je me rappelle, j'avais eu passé un entretien d'embauche où je crois que j'étais en année sabbatique. Je venais à peine de soutenir ma licence, comme j'ai fait une année sabbatique. Et j'avais dit, je maîtrise de tous les outils comptables de première nécessité. Oui, c'est ça aussi, parce que c'est là le piège aussi de dire, voilà. Je sais tout faire. Et moi, heureusement que je savais tout faire. Parce que sur place, pendant l'entretien d'embauche, normalement, je devais passer l'entretien dans une agence de recrutement. Mais ce jour, l'expert comptable, dans le cabinet comptable auquel j'avais postulé, était là présent. Et donc c'était beaucoup plus la pratique. Voilà, et il était devant le recruteur. Il est venu, il a dit, ok, moi-même je suis là, tu as dit dans ton CV que tu sais faire. Ok, voici un exercice de comptabilité. En tout cas, la leçon à retenir, c'est de savoir faire ce qui est mentionné dans le CV. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Ça allait très vite, évidemment. Il y a encore plein de choses à dire sur la thématique. On remercie Donatien, étudiant en droit, diplômé déjà aussi. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. On remercie Dominique, étudiante en marketing digital. Ça a été un
un plaisir de te recevoir sur ce plateau de Génération News. Melvin, au plaisir de te revoir sur le plateau de Génération News, étudiant en ingénierie financière. En instance de soutenance. D'accord. Merci pour la précision. Et puis notre ami Renaldon, évidemment, étudiant en droit. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci pour l'invitation. Et c'est la fin de cette émission. On se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.